Vous êtes encore là? C'est déjà le 18e épisode des 5 minutes d'arrêt en pénal. Pour commencer, la chambre criminelle a tapé du poing sur la table. Elle a déclaré que quand on balance dans un écrit que quelqu'un, genre, a l'habitude de traîner devant les tribunaux, eh ben, c'est carrément de la diffamation. Ouais, imagine un peu, un gars a pété les plombs après qu'un livre l'a traité en gros de délinquant notoire et de pro de la pègre. La cour d'appel, assez relaxe, a jugé que ces mots n'étaient que des opinions subjectives et ne constituaient pas de la diffamation. Ils ont dit que, faute de détails précis sur les méfaits du bonhomme, hop, ça passait. Mais la cour de casse, elle, a sorti le grand jeu en rappelant que toute insinuation ou allusion qui jette un doute ou porte atteinte à l'honneur de quelqu'un, même de manière indirecte, c'est de la diffamation. Et là, elle balance sa punchline en disant au juge du fond de se bouger pour bien comprendre le contexte et l'impact des paroles en question. Et là, bam, la Cour de cassation dit que les termes employés comme professionnel du crime, délinquant reconnu, eh ben ça laisse clairement entendre que le gars, il a des casseroles judiciaires. Donc oui, c'est officiel, c'est de la diffamation, point final. Ensuite, nous avons cette décision qui voulait passer un petit peu sous les radars. Genre, elle n'est pas publiée au bulletin, zéro com de la cour. Mais nous, on l'a vu. C'est un refus de renvoi de QPC. Alors, je vous lis la question. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 164 du Code de procédure pénale méconnaissent-elles les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles excluent la présence de l'avocat lors de l'entretien avec un médecin ou un psychologue expert, ainsi que le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration, en ce que tout d'abord, blablabla. Bon, je vous la fais courte. En fait, il y a un peu bataille entre les avocats et les experts pour savoir si l'avocat doit être présent pendant les expertises médicales, surtout psychiatriques et psychologiques. Alors on s'en doute, les avocats sont pour, les experts sont contre. Eh bien, la chambre criminelle envoie un direct. La question posée ne présente pas de caractère sérieux. Je crois qu'on peut dire que ça fait un 0 pour les experts. Première raison, si tu dis au psychiatre que oui, t'as bien volé le chéquier de mémé, mais qu'il n'y a rien d'autre dans le dossier, on ne pourra pas te condamner. Autrement dit, ce que dit la personne mise en examen à un médecin ou à un psychologue expert ne peut pas être le seul fondement de sa déclaration de culpabilité. Deuxième raison, l'avocat peut, avant, demander à modifier ou compléter les questions et, après, présenter des observations ou demander un complément d'expertise ou une contre-expertise. Ça va déjà, quoi. Et troisième raison, la QPC disait « Oui, c'est pas juste, pour certains actes, l'avocat il est autorisé, mais là, il n'est pas... » Alors, en droit, c'est pas juste, ça s'appelle une rupture d'égalité. Et là, la Cour de casse, elle répond « N'importe quoi, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. » Ici, il y a le secret médical, donc pas d'avocat pendant les expertises médicales ou psychologiques. Et sinon, vous avez vu aussi cet arrêt du 12 mars sur les dépistages au volant? Ça en dit long. Grave. Donc en fait, des gendarmes ont fait passer un test salivaire à un conducteur lors d'un contrôle routier et bingo, il était positif. Le tribunal l'a allumé avec une amende de 500 € et 6 mois de suspension de permis. Non mais attends, la cour d'appel, elle a relaxé le gars, elle a carrément tout annulé. Le test de dépistage, l'opération de prélèvement salivaire, le compte-rendu biologique, bref, elle a tout annulé. Tout ça parce que les gendarmes n'avaient pas donné, genre, le pédigré du test, la marque, le numéro, la date de validité, bref, tout le pataquès. Genre, ça l'empêchait de contrôler la validité du test, tu vois? Et carrément, mais la cour de casse a ramené tout le monde à la réalité. La cour d'appel, elle l'a cassé direct. Elle lui a rappelé que les tests de dépistage servent juste à poser une présomption d'usage de stupes. S'il est positif, alors bam, on passe aux vérifications sous forme de prélèvement et c'est l'analyse de ces prélèvements qui permettra d'établir l'infraction. En gros, pas besoin de se prendre la tête dans la paperasse avec les infos sur le kit de dépistage. On se la joue relax. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale du 1er avril.